Les grandes questions avec l'innovation, c'est un état d'esprit, mais ça implique aussi de surmonter la peur de l'inconnu, parce qu'une innovation, il n'y a pas de marché. Dans le marketing classique, le focus group, ça ne marche pas. Et aussi, il y a la peur du changement. Et donc, j'aimerais bien que vous développiez, Camille, parce que est-ce que vous accompagnez vos clients quand ils mettent en place l'innovation? Comment le fait que ce soit un jeu, que ce soit un peu virtuel, que ce soit une autre industrie, comment vous sentez que les gens sont peut-être plus réceptifs? Vous venez de parler d'un élément très important, c'est que notre métier premier, finalement, c'est de faire du change management. On est vraiment dans le management du changement dans les entreprises, qu'on est en train de bouleverser leurs habitudes, on est en train de bouleverser leurs certitudes, et on finit par intervenir à des moments où tout le monde est plutôt inquiet de ce qui va se passer et préfère essayer de jouer la sécurité. Or nous, nos approches, elles sont un petit peu en rupture et elles peuvent être un peu inquiétantes. Comment on arrive à rassurer les gens? C'est d'abord... alors, c'était peut-être pas le cas il y a 4 ans, mais 4 ans après, par le succès de nos différentes missions, on commence à avoir des véritables références pour leur montrer que ce sont des méthodes qui fonctionnent. Si tant est que les personnes dans l'entreprise décident de se mettre dans un même ordre de marche et à une même direction, et notamment si c'est à l'impulsion de la direction de l'entreprise. Ça, c'est ultra important. Ensuite, finalement, par tout ce qui est collaboration, par le jeu, etc., ce qu'on essaye d'inculquer, c'est qu'à un moment donné, pour déclencher les bonnes idées dans une entreprise, il faut essayer de mettre les gens à plat et d'écraser un peu cette hiérarchie, au moins pour une période de créativité, et d'expliquer que tout le monde est au même niveau, qu'il n'y a pas une idée qui est stupide, qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas le droit de parler par rapport à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est ce qu'on verrait dans des ateliers de co-création. C'est ce qu'on peut voir aussi dans les formations pour ce type de jeu, c'est de se dire, je ne veux pas simplement que qu'un cadre supérieur de l'entreprise vienne se former à ce type de jeu, mais je veux peut-être qu'un ouvrier de l'entreprise puisse avoir l'opportunité de venir et de comprendre un peu ce qui se passe aussi au-dessus, et qu'il a envie de communiquer, parce que demain, s'il a un autre outil d'interaction avec ces différents acteurs, au moins il a plus de visibilité sur qui ils sont, comment ça fonctionne, et il aura peut-être plus l'envie de s'investir. Or aujourd'hui, comme vous le disiez, les sociétés, elles ont peur, elles n'ont plus d'argent. En tout cas, pour innover, elles en ont moins. Elles sont obligées un peu de saper dans leur budget. Et finalement, ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est qu'il y a un petit investissement à faire sur un axe bien précis. Ça peut être la collaboration en entreprise, ça peut être acheter un logiciel, ça peut être pour un réseau social d'entreprise ou ce genre de choses. Mais qu'à un moment donné, c'est d'aller chercher mieux les compétences en interne et en externe. Ça n'a pas de prix finalement. Parce qu'on peut le faire par des moyens qui ne sont pas très onéreux aujourd'hui. Et l'idée, c'est plutôt de créer un dialogue et de voir sur du moyen et du long terme comment les partenariats et ces stratégies-là peuvent permettre d'enrichir l'entreprise sans que vous ayez à investir des milliers en recherche et développement en interne. Donc c'est plutôt une différence d'approche et nous, c'est ce qu'on essaye un petit peu de les aider à comprendre ou au moins à tester. Après, ils se font leur avis par eux-mêmes généralement. Par rapport au serious gaming, bon, j'ai plusieurs petites questions, je vais essayer de les synthétiser. J'imagine qu'il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. C'est-à-dire qu'un serious game va pouvoir sensibiliser les différents acteurs de l'entreprise. C'est accessible à tout le monde, il n'y a pas de risque, donc n'importe qui peut participer. Permet de faire connaître les d'autres départements et effectivement de stimuler des idées. Le passage au monde réel, là, il peut y avoir des couacs. C'est-à-dire que effectivement, on se dit tiens, c'est génial de pouvoir parler avec telle personne dans le cadre du jeu, et puis dans le monde réel, si un acteur est sensibilisé effectivement à cette idée de prendre des risques, d'aller discuter, de plus de collaboration entre les différentes personnes de l'entreprise, elle va pouvoir se confronter malheureusement à la structure de l'entreprise telle qu'elle est à l'heure actuelle, qui si elle n'a pas évolué, on se prend un mur. Donc cet aspect physique réel peut poser problème. Et en plus de ça, moi j'avais participé à un forum aussi sur le serious gaming où il y a des gens qui disaient c'est génial, les gens qui jouent à World of Warcraft, ils développent des compétences qui sont formidables pour l'entreprise, de leadership, de machin, bon. Sauf que on parlait de gens qui étaient dans du virtuel complet, qui effectivement pouvaient, derrière leur identité, derrière leur avatar, développer des compétences très intéressantes en théorie, sauf que dans le monde réel, ne serait-ce que le rapport humain,
le contact physique, c'est plus du tout la même chose. On peut pas se dire ouais, je vais brandir mon truc. Les gens en face sont, voilà, il y a quelque chose de physique qui fait que malgré toutes les innovations qu'on peut amener, le change management passe aussi par du réel, du concret, quoi. Donc il y a des limitations par rapport à ça. Je sais plus si j'ai vraiment amené une question, mais concrètement vous de votre expérience, comment se fait ce passage justement du virtuel au réel? Vous avez tout à fait raison. Et l'aspect virtuel a un côté très rassurant finalement. Parce que soit on se met derrière une identité différente, un avatar, soit de toute façon on n'a pas nécessairement besoin d'interagir directement avec les autres joueurs. Alors ce n'est pas le cas des vrais gamers, hein, je dirais aujourd'hui, qui eux sont plutôt dans l'aspect social. Et l'aspect social rallié au réel, hein, quand même, avec de la voix, avec de la vidéo, etc. Bon, là, on n'est pas dans cet univers-là en entreprise, effectivement. L'idée, c'est qu'à un moment donné, les blocages, il y en a beaucoup, et qu'il faut trouver un point d'entrée. Et nous, on s'est dit que ce point d'entrée, c'est par le jeu, qu'on n'avait pas l'opportunité d'utiliser avant, pour essayer d'intégrer de nouveaux clients et de leur montrer un petit peu quels pouvaient être ces élans collaboratifs dans l'entreprise. Bon, l'avantage de ce jeu-là, c'est qu'il a un côté quand même ludique et un côté de partage, où les gens vont se poser des questions. L'idée, c'est déjà que ce jeu n'est pas pratiqué par chaque membre de l'entreprise tout seul dans son bureau, avec un score à avoir absolument, et puis ensuite, à la machine à café, on se challenge pour savoir qui a eu le meilleur score. L'idée, c'est qu'on fait un rassemblement, c'est dans un cadre de formation, et les gens doivent jouer ensemble, doivent interagir, doivent s'expliquer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Ah bon, moi je pensais que ça c'était une erreur. Ah bah tiens, j'aurais pas fait ça à ta place. On les fait aussi discuter en réel ensemble. Et l'idée c'est juste de déclencher une petite mécanique dans leur tête. On va pas plus loin que ça par rapport à ce jeu-là. L'idée c'est qu'ils aient été sensibilisés et qu'on ait déclenché peut-être une envie en se disant, dans ce contexte-là, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé. Et après, on va essayer de revenir par d'autres biais, mais qui vont permettre petit à petit aux personnes de l'entreprise d'avoir l'opportunité de recollaborer ou de rediscuter d'une manière différente. Et on se dit que si ce pont il a déjà été fait grâce à un jeu, sérieux en l'occurrence, et ben ça nous permettra de mieux déclencher ça à l'avenir. C'est ce qu'on a pu voir chez les quelques clients avec lesquels on a déployé le jeu. Pour l'instant, je vous disais, il n'y en a pas encore beaucoup, parce que le jeu est très récent. Mais concrètement, voilà, c'est ça, c'est de se dire, de toute façon, il faut ouvrir une porte et pourquoi pas commencer par celle-ci. Moi, je voulais parler, donc Marie Ménestrier, j'ai une société de production audiovisuelle et j'avais plutôt une question qui s'adressait à vous. Je parle pas dans le micro. C'est normal, c'est pour la caméra. Voilà, c'est ça. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse dans l'audiovisuel et en général et dans l'innovation, c'est le fait d'être actif, justement, et c'est une idée que vous aviez évoquée. Et j'ai récemment entendu parler d'une expérience qui a été faite dans les salles de cinéma. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'avais déjà vu dans l'art numérique depuis déjà quelques années. Enfin, je connaissais pas l'artiste que vous avez montré, mais c'est des choses que j'avais déjà vues depuis un certain temps. Et donc, dans la salle de ciné, c'était un annonceur qui avait testé l'expérience. Donc, je sais pas si c'était la même technologie, je suppose, de rendre acteurs les spectateurs et du coup interagissait sur la vidéo qui était transmise dans la salle de cinéma. Donc, je sais pas si vous en avez entendu parler ou pas. Oui. En fait, j'en ai entendu parler dernièrement, mais plutôt pour le théâtre, parce que c'est beaucoup plus vivant. Exactement. Mais c'est vrai que c'est un désir en fait, de pouvoir interagir et changer le fil de l'histoire. Chose qu'on trouve dans les DVD. Souvent, vous avez dans les DVD en fait, une fin différente ou une histoire différente. Voilà. Mais c'est vrai qu'aucune télé, ou en tout cas, il y a peut-être des projets en cours, se sont lancés finalement à changer le cours de l'histoire au fil de l'eau. Voilà. Mais l'interactivité dans tout ce qui est audiovisuel effectivement est intéressant. Nous, on s'est beaucoup plus intéressé à rendre l'animateur mettre des informations virtuelles qui manipulent. Alors je m'explique, hein, la météo, ça fait depuis des années que la personne regarde en fait en face et non pas l'écran sur lequel pointe les doigts. Donc c'est une gymnastique à synchroniser entre le lieu et ce qui se passe. Donc nous, en fait, si vous allez sur notre site, vous verrez une vidéo qui s'appelle Daiquiri, où en fait on projette une information virtuelle, mais l'animateur se voit avec l'information. Et on utilise ce genre de technologie pour pouvoir toucher l'information virtuelle, mais du coup c'est l'animateur qui est maître de l'interactivité qu'il a avec l'information virtuelle. Et on a pris comme hypothèse de montrer en fait une émission de bourse où finalement l'animateur interagit avec l'information. Et du coup, c'est lui qui décide quand est-ce qu'une information doit, en fait, pas comme une vidéo, doit s'animer, ou c'est lui qui sélectionne les contenus qu'il veut présenter. On est plutôt dans cette interactivité-là
le public, mais des expériences se font effectivement où le public interagit, soit en live, soit au fil du temps. Il y a des émissions de télévision où finalement on induit sur l'histoire de manière plutôt indirecte, mais oui, c'est une relation qu'on va créer entre le téléspectateur et l'émission. C'est des choses qui se font. Complètement. Mais peut-être que... Après, il y a deux façons de le voir. C'est soit tous les spectateurs voient la même histoire, soit chacun s'approprie une histoire. Après, il y a deux façons de le voir. Je crois. Microsoft. Qui sont vos principaux concurrents au niveau de Kinect, s'il vous plaît? Au niveau de Kinect, je peux désagréable, il faut que je me calme. Sur les différents concurrents. En même temps, comme le rappelait Guy tout à l'heure, c'est une technologie aujourd'hui finalement relativement simple. Je pense que la magie du produit, elle vient dans le logiciel qu'il y a derrière et qui permet de tout faire fonctionner. C'est vrai que les technos, ils existent. Et tout le monde sera en mesure, effectivement, de développer quelque chose de ce type-là. Mais derrière, le logiciel, on a une maîtrise, une expertise que peu d'autres entreprises ont. Aujourd'hui, on entend parler d'intégration de technologies similaires directement dans les télévisions. C'est que LG, Samsung travaillent effectivement sur des prototypes de ce type-là et qui verront le jour certainement. Et puis derrière bien d'autres, bien évidemment. Très utilisé dans le domaine de l'aviation, du simulateur et tout ça. Je viens d'un salon de l'aviation à Singapour, si vous voulez, et on montrait cette technologie. Mais ils ne se réclamaient pas de Kinect. C'est pour ça que je vous demande si vous savez qui sont. Eux prétendent l'avoir créé eux-mêmes. Mais apparemment, si je peux me permettre, souvent dans ces domaines, en fait, c'est plutôt la captation des yeux qu'on utilise. oui. Donc c'est la rétine en fait des yeux et on essaie de deviner ce que la personne voit. Voilà. Donc notamment dans les cockpits d'avion, il suffit que le pilote détourne son regard pour que tous les collimateurs se mettent sur la ligne. En fait, c'est la détection des yeux qui est utilisée. Merci. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que ce que j'aime quand je viens à ISIS, à ces conférences, c'est qu'on a vraiment l'impression de s'aérer, de voir des choses qui n'existent pas dans notre monde à nous. Bon, moi je viens de la province. Je trouve qu'on s'ouvre l'esprit, nous aussi, en écoutant toutes les expériences que vous nous présentez. J'avais vu monsieur à la télévision, un reportage d'ailleurs, aux informations. Mais je voulais revenir quand même sur plusieurs choses que j'ai entendues, parce que c'est quand même excessivement culturel. Je trouve que ce serait bien que ce soit appliqué à plein d'autres domaines, dans des PME par exemple, que ce soit généralisé, démocratisé, les serious games en l'occurrence. Mais je crois qu'il ne faut pas faire l'abstraction du problème culturel. Quand vous citez en référence cinématographique Harry Potter ou Minority Report, vous vous adressez à une génération Y qui a grandi avec ça, ce sont ses repères. À partir du moment où vous voulez toucher des gens qui n'ont pas la même tranche d'âge, par exemple, qui n'ont pas la même culture, il faut aussi rentrer dans leur logique à eux. Bon, monsieur de Microsoft disait on a des applications avec Allociné, etc. Bon, excusez-moi, Allociné, on ne peut pas dire que ce soit quand même du culturel de qualité, c'est de l'informatif au niveau du cinéma, mais les critiques de Allociné, on ne peut pas dire que ce soit extraordinaire. Je pense qu'il y a aussi, bon, moi je vis la même chose avec l'iPad, qui est un outil extraordinaire, c'est le formatage culturel, le formatage. Alors, vous parlez en même temps que l'innovation doit être ouverte, mais le paradoxe, et ce qui rend un peu schizophrène, c'est que ces innovations, elles ferment aussi les gens dans un modèle. On est tous googlisés, on est tous formatés par des applications. Bon, moi j'ai mon fils qui est en fac de géographie et qui s'est foutu de moi en disant mais qu'est-ce que tu regardes comme connerie dans ton iPad, il y a que des films complètement débiles. Et je me suis dit tiens, il a pas tort. Et en fait c'est vrai. Alors du coup il m'a offert le coffret d'Einstein. Bon. Mais ça me gêne un peu. La notion de sur le coût n'a pas été mentionnée tellement par l'application, par le développement. La question du coût en tant que tel pour une entreprise est peu mentionnée. C'est ce que vous disiez au début, en disant finalement l'accessibilité à ça pour une PME, dans quelle mesure est-ce que c'est facilement déployable, etc. Pas qui veut répondre, qui vous voulez, si je vous en prie. Nous, on s'adresse aux consommateurs en direct, donc je ne peux pas vous dire qu'on va déployer des jeux, d'autres jeux dans une PME, à part nos concurrents. Donc je suis désolé, je passe mon tour, parce que la réponse ne serait pas pertinente. Je peux juste répondre sur le Serious Game, en l'occurrence, c'est un système de... Effectivement, je n'ai pas donné notion de coût, mais c'est un système de licence par utilisateur pour l'année.
Donc pourquoi on dit pour l'année? Parce que pour l'instant, il y a 2 étapes du jeu et que les 4 autres vont arriver au cours de l'année et que la personne qui aura payé aura déjà le droit à avoir accès à celles-ci quand elles seront disponibles. Et que c'est un budget qui peut être aussi imputé sur le budget formation. Donc ça, c'est ultra important, hein, parce que tout a été conçu pour, parce qu'on sait que c'est des budgets qui peuvent être assez conséquents. Maintenant, par rapport à ce que coûterait une formation, en fait, le prix correspond à ce que coûterait une formation classique, quel que soit le sujet, hein, pour un groupe de 6 personnes en entreprise, par exemple. Voilà, vous revenez à un coût unitaire et vous arriverez à peu près au prix de la licence par personne. On est toujours dans ces ordres d'idées-là. Donc l'idée, c'est que ça reste quelque chose d'accessible quand même. Mais bon, comme il y a énormément de R&D derrière quand même, ça va dépendre si vous prenez le jeu en brut aussi ou si vous décidez de le faire personnaliser pour votre entreprise. Auquel cas, c'est tout à fait possible, mais ça va faire forcément monter les prix. Je vais apporter une petite réponse sur l'acceptation en fait. Je vous raconte une petite histoire. En fait, c'est une personne qui va à la poste et qui finalement demande un document et on lui demande de remplir le document et de faxer le document. Et cette personne s'indigne parce que se dit non, à notre époque, je n'ai pas de fax chez moi, je vous envoie un mail. Et il ne comprenait pas qu'on ne puisse pas accepter d'avoir un mail. Cette même personne rentre chez soi et puis son fils lui pose une question, il lui demande quelque chose et son père lui dit bah, écoute, dès que j'ai l'information, je te enverrai un mail. Et son fils lui dit non, tu le tweetes. Donc, c'est important parce que du coup, le côté culturel que vous apportez, en fait, c'est effectivement une culture, mais c'est aussi une progression naturelle et selon effectivement certaines catégories. Alors, ça peut être effectivement la région, ça peut être l'âge. Donc, il y a plein de choses qui font qu'effectivement, il y aura des décalages. Mais on sait que finalement, tout va aller vers du numérique. C'est la seule étude qu'on a, mais on ne sait pas comment. Donc, il y a des sujets qui sont simples, c'est-à-dire que si tout le monde fait quelque chose, eh ben, a priori, tout le monde fera cette chose. Et puis il y a des choses qui sont prospectives où on va se poser la question de comment y aller. Et pour se donner des critères de réussite, eh ben, en fait, on va se projeter. Donc nous, typiquement, lorsqu'on aborde une mission de rupture, entre guillemets, on essaie d'abord de comprendre le besoin. Je peux vous donner une autre anecdote. Hein. On a été auditer des traders et on leur a juste demandé, voilà, à vif, là, dites-moi ce qui vous déplaît dans votre interface. Et le trader nous a montré en fait une information. Là, je clique, ça fait ça. Là, je double-clique, ça fait ça. Et là, je triple-clique, ça fait ça. Et nous, dans notre tête, on s'est dit, oulala, le triple-clic, c'est une catastrophe. Sa réponse, c'est de dire, bah, je voudrais avoir le triple-clic partout. Parce qu'il n'y avait rien de plus efficace pour lui que le triple-clic, parce qu'il s'était habitué à ça. Donc c'est important en fait de prendre le contexte, de faire une analyse, et ensuite de savoir pourquoi on ferait ce changement. Et c'est là où on va se donner les critères de réussite du changement. Et après, si on est certain qu'il y ait effectivement un changement, une voie possible, il faut le prototyper, il faut le reconfronter. Et si on est toujours certain que c'est la bonne voie et qu'il n'y a pas acceptation, eh bien, il faut trouver des axes différents de communication et autres pour l'acceptation. Voilà un peu la manière dont on travaille. Une dernière question, peut-être, oui. 3 acteurs à produire des jeux vidéo. Est-ce que vous pourriez nous donner le coût moyen de production d'un jeu sur Xbox, d'un serious game et d'un jeu free-to-play? Alors sur Xbox, en fait, je pense que la force du concept, c'est d'offrir, enfin la Xbox est une vitrine à la fois pour des jeux qui coûtent excessivement cher aujourd'hui, qui coûtent en termes de développement plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est le coût, ce qu'on appelle les grosses productions et les blockbusters. À côté de ça, la Xbox permet effectivement à des développeurs indépendants de vendre effectivement des jeux qu'ils ont conçus pour certains dans un garage et pour des coûts extrêmement faibles pour 1 €, 2 €. Donc voilà, on est en mesure de couvrir effectivement tout le spectre et permettre effectivement à des grosses productions coûtant excessivement cher et qui coûteront de plus en plus cher dans l'avenir parce que la technologie augmentant effectivement les coûts de développement des graphismes, les coûts de développement de travail de l'intelligence artificielle vont progresser dans le temps et à côté de ça permettre effectivement à des petits développeurs avec une bonne idée, finalement assez peu de moyens, effectivement de trouver un moyen d'expression et de vendre leurs produits. Dans l'ordre, c'est nous. Donc j'aimerais pouvoir vous dire que les jeux sont beaucoup moins chers à produire que ce que ceux sur une console. C'est de moins en moins vrai, bien évidemment. Quand vous travaillez sur des licences comme Battlestar Galactica, on parle effectivement d'un an de développement et d'équipes de 20 personnes. C'est une norme, il y a des jeux c'est plus, il y a des jeux c'est moins. C'est une information qu'on ne donne pas, effectivement, le coût moyen d'un jeu. Mais en 2002, le CEO de la société avait fait son jeu tout seul. Voilà, c'était un jeu de sport extrêmement basique. Et là, les ordres de grandeur que je vous donne, c'est des jeux qui sont faits maintenant
en free-to-play. On n'est pas encore 200 à mettre des centaines de millions de dollars comme un Final Fantasy ou un gros FIFA, mais malheureusement, les coûts augmentent de plus en plus. Il faut imaginer le développement d'un jeu en étant c'est une équipe restreinte au démarrage, probablement 1 an, 2 ans de développement derrière, ou 3 ans, même plus parfois. Donc c'est une équipe de 20 personnes, vingtaine de personnes au départ. Et finalement, en fin de parcours, au moment du testing du produit, ces équipes peuvent monter jusqu'à 500, 600 personnes sur un même développement de jeu. Sans compter tout ce qui est sous-traité également dans le développement de graphismes très très pointus. Donc aujourd'hui, on a des usines à production dans le monde qui sont là pour développer de la texture qu'on utilise à l'intérieur d'un jeu. Donc toute cette partie-là est invisible, mais elle aussi, elle coûte de l'argent. Sur la partie Serious Game pure, comme vous l'avez vu, l'appel à projet c'était en septembre 2009, donc ça fait déjà 2 ans de R&D, sachant qu'on ne travaille pas tout seul, on travaille avec, comme je disais, avec une société qui développe le jeu. Le chiffre que je peux vous donner, parce que celui-ci il a été communiqué, c'est la subvention qui nous a été versée par l'État, par le ministère dans le cadre du projet qu'on a remporté parmi les 80, qui était de l'ordre de 280 000 €. On s'est réparti avec l'autre société éditrice du jeu. Et on a à peu près globalement dépensé au moins la même somme en développement. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée qui n'est pas précis, mais on est entre 500 et 600 000 € en coût de développement d'un serious game de ce type-là. Parce qu'on a voulu, voilà, il est assez simple et facile. Et c'est vrai que graphiquement, c'est pas on va dire, les gros jeux vidéo que vous pouvez trouver sur console, mais ce n'était pas l'objectif. Par contre, on a essayé de mettre une machine derrière qui permette de lui apporter de la richesse. Donc ça a pris du temps de développement. Très bien. Merci beaucoup à vous 4. Merci.